c'est grandeur, c'est vulnérabilité. Je suis Isabelle Horvath, je suis passionnée par les gens, par les émotions puis les dynamiques humaines au cœur des organisations. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet à la fois touchant et essentiel. On va parler de ce qui se passe quand ceux qui nous soignent deviennent des patients eux-mêmes. Donc, quand les soignants, les travailleurs du milieu de la santé, qu'on appelle maintenant les anges gardiens depuis la COVID-19, ceux qui donnent, qui soutiennent puis qui tiennent le réseau à bout de bras, se retrouvent du côté du lit plutôt que du côté du soin. Pour en parler, je reçois Geneviève Dettini, qui est infirmière clinicienne, détentrice d'une maîtrise en administration des services infirmiers et qui est conseillère de formation en simulation à l'université. Lors de sa maîtrise, Geneviève a exploré le sujet de l'impact des conditions de travail sur la santé mentale des infirmières novices et elle porte un regard à la fois lucide et bienveillant sur ce qu'on appelle parfois la fatigue de compassion. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Geneviève, bienvenue. Merci. J'ai une question que je pose à tous mes invités. Donc, c'est la question traditionnelle au podcast Profession humaine. Alors, Geneviève, j'ai envie de te demander, sans égard au salaire, aux études, ou aux qualifications requises, quel métier de rêve aurais-tu aimé faire? Puis pourquoi tu penses que tu aurais été bonne là-dedans? Métier de rêve, plus jeune, j'aurais vraiment aimé faire du cinéma. J'ai toujours eu un sens artistique assez développé. Je rêvais d'Hollywood avec les grands films hollywoodiens. Ceci étant dit, j'ai été élevée dans une famille avec un schème de valeurs comme quoi les études, c'est important. J'ai toujours aimé étudier et je savais que j'irais à l'université. Et j'ai toujours su que je voulais travailler auprès des gens, aider les gens, étant une personne très empathique moi-même. Je savais que je travaillerais dans le domaine de la santé. Les sciences infirmières, ça s'est décidé sur le tard. J'ai décidé de m'inscrire et finalement, j'ai beaucoup aimé. Par contre, j'ai eu envie de pousser mes études au cycle supérieur parce que j'avais envie de faire de la pratique avancée, d'essayer d'avoir un impact plus large. Merci Geneviève. Merci d'être au podcast aujourd'hui, d'avoir accepté mon invitation. Effectivement, je pense que tu es vraiment à ta place, comme on dit, sur ton X dans ta carrière. Geneviève, j'ai envie de commencer, dans le fond, en me lançant dans le sujet. On dit souvent que les métiers du soin, ça attire des personnes qui, justement, comme tu viens de le dire, sont profondément empathiques. Tu sais, c'est des personnes qui sont généreuses, qui sont orientées vers l'autre. Mais par contre, selon plusieurs études, notamment celle de Christina Maslach sur le burn-out, c'est justement ces qualités-là, comme l'empathie, le dévouement et le sens du devoir, qui deviennent des facteurs de risque quand elles ne sont pas équilibrées par justement des réflexes d'autoprotection. C'est un grand paradoxe, c'est le paradoxe du soin. Ce qui fait de toi une excellente soignante, c'est aussi ce qui peut t'épuiser. Donc, toi, Geneviève, justement, ça a été quoi tes observations au cours de ta pratique qui t'ont amené à vouloir étudier sur le sujet durant ta maîtrise? Étant moi-même une infirmière novice, j'avais remarqué que plusieurs infirmières avec qui j'avais étudié quittaient leur milieu de travail ou quittaient même la profession carrément. Je me disais qu'il devait bien y avoir quelque chose de pas normal pour qu'une personne qui a étudié pendant plusieurs années décide de se réorienter après si peu de temps à pratiquer. J'ai moi-même vécu des épisodes de violence horizontale dans mon milieu de travail, puis j'ai eu envie de creuser la question durant ma maîtrise. En lisant sur le sujet, je me suis rendu compte que le sujet était assez bien documenté. Les conditions de travail dans le réseau de la santé ne sont pas toujours faciles pour personne. Et dans certains milieux en particulier, le personnel peut être à cran, ce qui n'aide pas l'intégration d'une infirmière novice. Ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds dans les milieux cliniques, mais je crois que c'est encore d'actualité. Oui, effectivement. En psychologie du travail, on parle souvent de facteurs organisationnels aggravants, des structures ou des pratiques qui accentuent les risques individuels d'épuisement professionnel. Puis dans le milieu de la santé, en fait, ces facteurs-là sont presque structurels. Tu sais, la charge de travail, la pénurie de personnel, les horaires désynchronisés avec la vie personnelle, les quarts de travail aussi de jour, soir, nuit, l'exposition continuelle aussi à la souffrance des gens.
Toi, Geneviève, tu as étudié la gestion justement des organisations de la santé d'un point de vue plus systémique. C'est quoi, selon toi, qui rend les soignants particulièrement vulnérables à l'épuisement ou à la détresse psychologique? Soigner les gens, c'est une très grosse responsabilité. On n'est pas en train de placer des items sur une tablette sans rien minimiser, là, on soigne, on essaie de sauver des vies. Ça demande un haut niveau de concentration, de réflexion dans l'action, hein, qui est le processus par lequel on utilise notre jugement pour réfléchir pendant qu'on est en train d'agir et on s'adapte aux besoins en fonction de notre évaluation qui se fait en continu. Et en parallèle, il y a le cadre de soins, le contexte avec les ressources souvent limitées qui sont mises à notre disposition. En gros, les soignants doivent faire de la magie pour s'occuper de plusieurs personnes dans un corps de travail, hein, des fois 8, 10, 30 personnes même parfois, avec des situations de santé qui sont de plus en plus complexes et avec très peu de ressources. Puis il faut aussi garder en tête que les soignants sont des êtres humains qui font souvent face à des situations qui peuvent les atteindre émotivement ou cognitivement. On a beau se dire ce qui se passe au travail doit rester au travail, mais c'est pas moins toujours évident. c'est ça, c'est moins évident à mettre en pratique que dans les faits. Un soignant peut autant vivre de magnifiques moments, recevoir énormément de gratitude, que autant il peut vivre des moments très difficiles pour lesquels c'est moins évident de demeurer imperméable. Ouais. Quand tu passes 8 heures à annoncer des mauvaises nouvelles, à accompagner des familles endeuillées, ben veux pas, c'est pas facile. Oh my God, ça doit être horrible. J'ai vraiment toute mon admiration pour ces gens-là. Puis, tu sais, c'est frappant parce qu'on parle beaucoup d'innovation technologique. Tu sais, dans le réseau, il y a eu Santé Québec, là, récemment, Christian Dubé qui a voulu faire plusieurs réformes. Mais on parle très peu d'innovation humaine, justement. On dirait que le système, dans le fond, passe encore avant de, tu sais, le système, la structure de la santé passe avant les gens qui le font rouler. Je sais pas si je le dis bien. Mais, tu sais, il y a un autre aspect aussi que je trouve qui est souvent sous-estimé dans le milieu, c'est justement le tabou de la fragilité, tu sais. Dans beaucoup de professions d'aide, l'identité est construite autour de la solidité. Donc, reconnaître qu'on a besoin d'aide, c'est presque vécu comme un échec professionnel. D'ailleurs, j'en parlais dans mon premier épisode de podcast où justement je parlais de la glorification d'être occupé puis de donner puis d'en donner puis de toujours être débordé, mais c'est un peu une suite logique que les gens ont de la difficulté à reconnaître qu'ils ont besoin d'aide parce que justement culturellement on vit ça comme un échec professionnel. Puis pourtant, les recherches le démontrent là, que la vulnérabilité partagée, donc quand elle est encadrée puis est accompagnée, mais ça devient une source de cohésion puis de résilience dans une équipe même. Donc, j'ai envie de te demander, Geneviève, pourquoi, selon toi, c'est encore si difficile pour les soignants d'admettre qu'ils sont fatigués, voire même carrément à bout, disons-nous-le. Je pense qu'ils reconnaissent qu'ils sont fatigués, mais ils n'ont pas les moyens de se permettre d'être fatigués. Ouais. J'ai l'impression que, tu sais, il y a des patients à soigner, le système n'arrête pas, lui. Il faut tenir le fort. Ouais. Je comprends, puis c'est vrai, dans le fond, puis comme je parlais au début, tu sais, l'empathie, la dévotion, c'est quelque chose qui ça prend ça, tu sais, quand tu travailles dans le système de la santé, comme tu dis, t'as beau avoir ta santé mentale fragile, mais s'il y a un patient devant toi qui fait une crise cardiaque ou peu importe, mais tu t'as pas le choix d'y aller, là, tu sais, puis le bouton sonne, je sais pas comment ça fonctionne, là, nous, du côté patient, on voit juste le piton qu'on pèse, mais tu sais, vous, quand ça sonne, tu sais, au poste, les infirmières, ils ont pas le choix, tu sais, il faut qu'ils y aillent. Puis tu sais, il y a tout une ambiance en ce moment aussi dans
l'ambiance politique actuelle avec toutes les réformes qu'il y a eu récemment. Bon, il y a eu, entre autres, aussi les négociations avec les infirmières. Elles ont un code de déontologie aussi, tout ce qui entoure le devoir, tu sais, la culture de la performance, la peur de se faire juger, puis justement la loyauté envers le patient qui fait que, my God, tu sais, ça doit tellement être crève-cœur pour une infirmière de dire que, ben, tu sais, je suis pas capable de rentrer travailler aujourd'hui, mais tu sais, ma collègue qui a déjà probablement trop de patients dans son bassin, mais là, finalement, tu sais, elle va en avoir encore plus à cause que moi, aujourd'hui, je décide de prendre soin de moi puis je décide de me choisir, tu sais. Ça doit être, euh, ça doit être vraiment difficile. Oui, puis notre code de déontologie, d'un côté, il nous dit si tu n'es pas en mesure d'exercer tes fonctions, de faire ta pratique infirmière de façon sécuritaire, ben tu as le devoir de le mentionner, de le dire. Mais en parallèle, il nous dit aussi tu peux pas abandonner ton patient. Wow, c'est tellement paradoxal. Exactement. Hein? Puis c'est ça, hein, dans le fond, c'est qu'on confond presque justement la déontologie puis avec tu sais la perfection quasiment, alors que tu sais le vrai enjeu, c'est justement pour bien soigner, c'est justement de savoir, tu sais, quand il faut lever la main puis quand il faut dire OK là ça suffit, tu sais. Puis ce que tu me dis, ça me fait un peu penser justement à un principe clé dans la santé organisationnelle. Donc, pas juste dans le système de santé, mais dans toute organisation, c'est qu'on peut pas changer un système sans changer la culture qui le soutient. Puis la culture du soin, depuis des décennies, mais évidemment, ça repose sur la performance, mais ça repose aussi sur la résilience, sur le dévouement, qui sont des valeurs très nobles, mais qui deviennent justement parfois toxiques quand elles deviennent absolues. Fait que j'ai envie de te demander, Geneviève, en fait, aujourd'hui, comment on change ça? Comment on apprend à prendre soin de ceux qui prennent soin? Tu sais, toi, t'es conseillère en simulation, t'es conseillère de formation en simulation à l'université. Comment tu vois justement la formation des nouveaux et des nouvelles infirmières qui vont sortir puis qui vont se heurter dans le fond à cette réalité-là difficile? Il y a plusieurs angles pour répondre à cette question-là. Au final, c'est une question de culture. Tu l'as dit, l'histoire derrière la profession d'infirmière, où on entend que l'infirmière fait son travail par dévotion, ben c'est ça qu'il faut qu'il change. Il faut aussi que, comme professionnel, on se respecte collectivement. À l'université, quand on en discute avec les étudiants, ben on leur dit d'être des vecteurs de changement. On leur dit d'être des leaders dans leur milieu, idéalement. Puis au final, ce qui est beau à voir, c'est que les étudiants, ils ont hâte souvent d'aller dans leur milieu de soins, ils ont hâte d'aller prêter main forte au système qu'on voit à la télévision qui est si bancal. Là. Oui, effectivement. Wow, écoute, j'aime beaucoup cette idée-là de soutien entre les pairs parce qu'au fond, tu sais, les soignants ont pas besoin d'un nouveau programme ou d'une nouvelle réforme. Encore une fois, ils ont juste besoin de permission, tu sais, d'avoir la permission d'être humain. Puis, tu sais, c'est pas facile à admettre parce que historiquement, justement, puis on le voit dans plusieurs métiers qui étaient justement traditionnellement féminins. C'est des métiers comme infirmière, comme enseignant. Les gens qui occupent ces postes-là, des éducatrices en petite enfance aussi. C'est tous des métiers que les gens qui occupaient ça dans le temps, tu sais, anciennement, mais c'était des gens, justement, c'était vu qu'il y avait la vocation, tu sais. On le sait, avant, les enseignants, c'était les sœurs, les religieuses. Les infirmières, c'était les religieuses aussi, tu sais, qui assistaient les médecins. Fait on dirait qu'on a comme gardé un peu cette mentalité-là de la personne qui occupe le poste, ben, tu sais, elle dévoue sa vie, là, tu sais, pour ça, là. Tu sais, est-ce que tu trouves que c'est encore le cas un peu?
Tu sais, c'est-tu comme ça que c'est vu encore? Ben en fait, à l'université, c'est vraiment on enseigne les sciences infirmières. On Ouais, n'enseigne pas une vocation, on je enseigne comprends. des Ouais, sciences qui sont fondées sur des résultats probants. ouais, Tout ce qu'on fait, c'est documenté, c'est pour une raison précise, puis tu sais, au final, on a tous une hypothèque à payer là. ouais, Oui, ouais, on est tous humains, on aime soigner, mais on le fait aussi. C'est une profession là. ouais, tout à fait, effectivement. Puis toute qu'une profession aussi, vraiment, chapeau à toutes ceux et celles qui occupent ces métiers-là. Puis, tu sais, là, on parle d'infirmières, mais tu sais, la discussion serait aussi bonne avec justement toutes les gens qui sont soit dans le milieu de la santé ou même en relation d'aide. Là, tu sais, je pense à les travailleurs sociaux, tu sais, les Mhm. gens qui sont à la DPJ, par exemple, ou tu sais, ceux qui dans les CLSC qui accompagnent les personnes en situation de vulnérabilité, les travailleurs de rue. C'est, tu sais, je pense que justement, collectivement, il faut s'enlever de la tête que ces gens-là occupent ces fonctions-là parce que c'est une vocation puis ils dévouent leur vie à ça. Non, ces gens-là sont là parce que ils ont étudié, comme tu dis, la science. Ils ont développé des compétences. Puis comme n'importe quel professionnel euh, dans une organisation, ben ces gens-là, tu sais, c'est des humains. Puis tu sais, ce que je retiens de notre échange, c'est vraiment que justement la vulnérabilité, mais c'est pas une faiblesse, hein. C'est comme tu sais, c'est une compétence humaine essentielle, puis surtout dans les métiers de soins, tu sais, d'être vulnérable pour être empathique, de se connecter aux patients, c'est une force, Mhm. mais c'est aussi justement, faut pas que ça soit une faiblesse, donc Mhm. tu sais que les gens soient capables d'en parler. Puis au final, ça demeure un grand privilège d'être soignant. T'sais, on a la chance Mm. immense de pouvoir avoir un impact considérable sur la vie des gens pour quelque chose qui compte, quelque chose d'important, leur Ouais. santé. N'importe qui a déjà été un utilisateur du réseau de la santé se rappelle d'une infirmière, d'un médecin, d'un préposé aux bénéficiaires, ou de n'importe quel professionnel qui les a marqués positivement. T'sais, on contribue à sauver des vies, c'est un grand privilège. Oh, wow, c'est tellement beau. C'est tellement vrai en plus, là, je me souviendrai tout. Tu sais, j'ai pas eu affaire souvent à aller à l'hôpital dans ma vie. Évidemment, tu sais, médecin, bon, tout ça, c'est normal, mais tu sais, quand j'ai accouché, je me souviendrai toujours du nom de l'infirmière, tu sais. Mhm. Puis je m'en rappelle encore aujourd'hui, puis tu sais, je me dis dans ma tête, puis même ma médecin, tu sais, la médecin qui m'a accouché, qui était tellement fantastique, je tu sais, je pense encore à elle, cette personne-là, tu sais, c'est fou, c'est comment les gens, justement, ont un impact sur la vie des patients. Mhm. Puis, tu sais, dans le fond, aujourd'hui, pourquoi j'en parle, c'est parce que, tu sais, changer cette culture-là, ben, je pense que c'est un travail collectif. Pour les gestionnaires dans le réseau de la santé, mais ça veut dire d'écouter autrement. Euh, pour les soignants, ça veut dire aussi d'oser demander de l'aide. Puis pour nous tous, collectivement, mais surtout pour les gens dans des positions d'autorité, notamment au gouvernement, ben ça veut dire de cesser de glorifier l'épuisement. Ces gens-là sont des humains. Il faut arrêter de se dire que ce sont des anges gardiens. Oui, ce sont des anges gardiens, effectivement, mais ce ne sont pas des anges, ce sont des humains. Ils sont bien sur Terre, puis il faut en prendre soin au même titre que eux prennent soin de nous. Euh, Écoute, Geneviève, merci infiniment pour ton regard à la fois humain, lucide puis généreux. Euh, ta participation me touche vraiment beaucoup. Euh, c'est vraiment des beaux témoignages que tu m'as offert aujourd'hui. Puis on est très chanceux de t'avoir eu à l'émission. Merci de m'avoir invité. Ah, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Puis merci à vous aussi qui écoutez Profession humaine. Plus j'avance dans l'enregistrement de mon podcast, plus je me sens
nourrie par les témoignages des gens que j'ai autour de moi, les gens qui m'en parlent. Donc, si cet épisode-là vous a touché, vous aussi, tout comme moi, ben n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui peut-être oublie parfois de se soigner lui-même. Donc, merci beaucoup. L'épisode complet est disponible sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube. Merci tout le monde et à la prochaine pour un prochain épisode de Profession humaine. Et n'oubliez pas d'avoir le cœur